Donc, on va commencer dans une première partie en parlant de ton parcours. Alors donc, j'ai regardé très attentivement ton CV, que j'ai regardé en détail. Et donc, j'ai vu que tu as eu le bac en 2007. C'est ça, ouais. Ouais. Alors, quel bac t'as eu? Quel bac t'as passé? Moi, j'ai fait un bac scientifique avec option internationale anglophone et spécialité mathématiques. D'accord, donc ça veut dire que t'avais des cours en anglais, non? Oui, voilà, j'avais une grosse partie de cours en anglais, histoire, géographie et littérature en anglais, et ça jusqu'à la terminale. Donc c'était vraiment un parcours que moi j'ai adoré, qui était très complet. Et en fait, jusqu'à la fin de mes études, je savais pas si je voulais faire de la littérature ou faire des sciences. Les deux me plaisaient énormément. Bon, finalement, je me suis dit que j'aurais plus de facilité à faire des sciences professionnellement et de la littérature en lisant à côté que l'inverse, faire de la littérature professionnellement et des mathématiques à côté. Donc ça m'a aidé à me décider. Mais jusqu'au bout, j'ai eu un nombre important d'heures de littérature par semaine et ça m'a énormément plu, cet approfondissement dans toutes les matières. Donc c'est une question de déboucher dès le départ qui t'a un petit peu orienté entre plutôt déboucher, puis plutôt... surtout aussi le fait que je m'imaginais moins pouvoir faire des mathématiques de façon amateur. Ah oui. Donc la littérature de façon amateur, bon, il suffit de lire un livre et on peut toujours le faire. Faire des mathématiques, si on n'a pas vraiment les deux pieds dedans, je pense que c'est beaucoup plus difficile, même si on peut se documenter, lire des livres, mais il faut vraiment un effort intellectuel important. Donc c'est ça qui m'a décidé aussi. Et je pensais que l'autre argument qui m'a décidé, c'est que je pensais que les maths me manqueraient plus que la littérature si j'étais amenée à arrêter. Donc, mais voilà, mais tout ça pour dire que j'ai gardé un parcours très très approfondi dans beaucoup de matières jusqu'à la fin de la terminale, et ça m'a beaucoup apporté. Mais donc ça veut dire que tu avais déjà un sacré bon niveau en langue pour être capable de suivre des cours en anglais dès le niveau lycée, quoi. Oui, en fait, j'ai appris l'anglais très tôt parce que j'ai habité une partie de ma vie en Thaïlande et j'étais dans une école américaine là-bas pendant 3 ans dans mon enfance. Et donc, du fait de cette école américaine, j'ai appris l'anglais dès 10 ans. Et en rentrant en France, par la suite, j'ai été scolarisée au lycée international de Lyon, où j'ai pu continuer à suivre des cours en anglais. Donc là, il n'était pas question d'apprendre l'anglais, mais de suivre des cours en anglais. Donc d'histoire, géographie, de maintenir un certain niveau quelque part. Et puis de continuer à l'approfondir, évidemment. Mais oui, c'est pour ça. D'accord, ok. Donc c'est un super avantage pour la recherche. C'est un point sur lequel on reviendra par la suite. Mais c'est vrai que une grosse partie de notre métier, comme c'est à l'international et que les scientifiques sont de toute nationalité, se fait en anglais. C'est la langue par défaut. Donc nos articles qu'on écrit sont en anglais. Quand on fait des conférences internationales, c'est en anglais, etc. Donc toi, t'arrivais déjà avec cet avantage de bien maîtriser la langue, quoi. Donc si je reviens au lycée, donc t'étais dans un lycée international, et donc par rapport aux maths, quel était ton rapport à cette matière quand t'étais au lycée? Est-ce que t'aimais ça ou est-ce que pas plus qu'une autre matière? Enfin, c'était quoi ton rapport? Si, moi clairement c'était ma matière préférée, à égalité avec la littérature anglophone. Et j'avais beaucoup de facilité pour les maths. Je me souviens que j'avais pas besoin de beaucoup travailler et tout rentrait très facilement. C'est aussi une matière qui me plaisait énormément parce que elle avait pas besoin d'apprentissage de mémorisation. Et j'ai toujours eu une assez mauvaise mémoire et donc on est deux. ça me plaisait énormément de pouvoir, si j'oubliais une propriété ou un résultat, de pouvoir le redémontrer. En fait, comme j'avais des facilités avec la logique, j'allais assez vite sur tout ce qui était logique, et si jamais il me manquait un résultat parce que je le connaissais pas par cœur, je pouvais le redémontrer. Donc j'étais très rarement bloquée. Et ça c'est vraiment une propriété des mathématiques que je retrouvais pas dans d'autres matières scientifiques, dont la physique, la chimie ou la biologie, où il y avait beaucoup plus de choses à apprendre par cœur et où la partie dédiée au raisonnement pur logique était moindre. Et donc je pense que c'est aussi une des facettes des mathématiques qui m'a beaucoup plu, c'est cette capacité à pouvoir retrouver depuis quasiment zéro n'importe quel résultat. Et donc t'aimais ça, mais enfin c'était quoi ton niveau? T'étais bonne, t'étais très bonne, t'étais dans la tête de classe? Oui, j'étais vraiment dans la tête de classe. En tout cas, oui.
Ouais. la plupart de mon parcours. Et donc à ce stade, donc tu nous as dit que à l'époque t'hésitais un peu entre les sciences et la littérature. Tu nous as dit pourquoi t'as choisi un côté plutôt que l'autre. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier, enfin que c'est là-dedans que t'allais vraiment travailler Je savais que je voulais faire des sciences parce que c'est vraiment ce qui me passionnait, mais je ne savais pas comment, quoi. Je connaissais très peu les métiers scientifiques. J'avais entendu parler de la recherche et ça me fascinait un peu, mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire et j'arrivais pas à me projeter dans cette vie plus tard. En fait, je voyais ça à très court terme. Donc, je peux dire que j'ai plutôt fait des choix par élimination un peu tout le long de mon parcours. C'est-à-dire que, arrivé à la fin de la terminale, je voulais continuer à faire des sciences et on m'a dit, la meilleure façon pour continuer à faire des sciences avec un bon niveau, c'est d'aller en prépa. Donc, j'ai fait une prépa pour continuer dans le domaine scientifique qui m'a paru dur, hein, je dois dire. C'est un prof qui t'a parlé de ça? Comment t'en as entendu parler des prépas? Oui, je pense que c'était des profs qui nous en ont parlé. Je me souviens pas précisément, mais je pense pas que ça vienne de ma famille. On n'a pas cette culture-là vraiment. Et j'ai découvert l'existence de la prépa assez tard, probablement en terminale, au moment de faire des inscriptions. Au moment des vœux? Sur vraiment feu APB. Toi aussi, t'as connu ça, non? Oui, c'est ça. Avant Parcoursup. De toute façon, nous, là, moi, je me sens vraiment vieille. Hein. On a un bac qui n'existe plus. On avait une plateforme. Le bac, c'était vraiment super, je dois dire. Pour moi, en tout cas. Mais oui, donc voilà, donc j'ai fait une prépa parce que je voulais faire des sciences et on m'a dit que c'était le meilleur moyen. Et aussi, je dois dire que j'avais pas d'idée de métier en tête. Et donc, je voulais pas en fait, je savais pas, je voulais pas aller directement dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur, je voulais pas. Ouais, donc déjà, à ce stade, tu connaissais déjà le débouché d'ingénieur, etc., mais c'est pas forcément quelque chose que t'avais en tête. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, au milieu de la deuxième année de prépa, on nous demande de classer les écoles d'ingénieurs, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de faire, j'étais sur un parcours pour devenir ingénieur. Et je l'ai réalisé un peu à ce moment-là parce que à la base la prépa je l'ai choisie surtout pour avoir une éducation, un enseignement excellent en sciences. C'était pas vraiment avec le but, le débouché d'ingénieur. D'ailleurs je savais pas du tout ce que ce métier voulait dire et il veut rien dire. Il y a tellement de débouchés possibles. Mais voilà, donc j'ai découvert un peu que j'étais vouée à être ingénieur en moitié de deuxième année de prépa. Et au moment où on devait classer les différentes écoles, alors il y avait quand même 2 classes, il y avait beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais il y avait aussi la possibilité de classer les ENS, qui elle était plus portée alors sur ENS, l'enseignement. École normale supérieure, donc je précise, donc c'est une grande école particulière, il y en a 4 en France, Paris, Lyon, Cachan, qui a déménagé, qui est plus à Cachan maintenant, et Rennes. Et donc c'est des écoles où les gens, donc c'est sur un concours, hein, comme les écoles d'ingénieurs, et c'est plutôt les gens qui ont des visées académiques qui vont là-bas pour faire de la recherche essentiellement, ou des métiers d'enseignement, enseigner en prépa ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Et nous, on nous l'a présenté comme une école pour ceux qui voulaient faire de la recherche, mais avec aussi pour ceux qui voulaient faire de l'enseignement. Et moi, j'étais sûre de ne pas vouloir devenir prof. Je voulais apprendre moi-même et pas consacrer ma vie à enseigner, même si j'étais pas contre que ça soit une petite partie de ma vie. Et d'ailleurs, ça l'est actuellement et j'adore ça, mais je voulais consacrer plus de mon temps à apprendre qu'à enseigner. Et du coup, le concept de cette école m'a fait un peu peur. En fait, il faut pas avoir peur de cette école. Elle prépare. En fait, beaucoup de chercheurs sortent de l'ENS, donc c'est vraiment une école très complète. Mais donc parmi les invités que je recevrai, il y en a effectivement plusieurs, mais parce que c'est représentatif de la recherche qui sont passés par l'école normale supérieure. Moi-même, je suis passée par là brièvement, mais c'est un parcours assez classique. Ouais, moi j'ai pas du tout fait ça du coup. Mais et d'ailleurs, ça me permet de faire une incise pour un petit peu, si on a un public un peu jeune, refaire un point sur. Je me suis rendu compte qu'en fait, les lycéens savent pas encore forcément ça. Donc après le bac, on a le système LMD. Qui est donc dans un premier temps licence. La licence c'est en 3 ans. Ensuite le master c'est en 2 ans. Et après doctorat. Donc ça dépend des matières, mais chez nous en maths c'est plutôt traditionnellement 3 ans. Et donc dans ce système, ça c'est le système complètement à l'université.
s'insère la spécificité française des classes préparatoires. Et donc, les 2 années de classe préparatoire sont équivalentes à, quand on sort de là, on a un niveau L2. Et donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à intégrer une grande école, ils peuvent aller en L3. Ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui le souhaitent d'ailleurs. Sur la fac. Parce ce qu'ils veulent. On peut très bien Absolument, décider à la fin de notre prépa qu'on veut pas devenir Absolument. ingénieur, ne pas intégrer une école d'ingénieur qui prépare au métier d'ingénieur et intégrer la fac qui peut... Je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça d'ailleurs. Qui peut préparer, qui reste peut-être un peu plus théorique selon les cours qu'on choisit. En tout cas, avec une panoplie de cours qui est plus à la carte. Et donc du coup, quand on sort de prépa, on arrive en niveau L3 où on intègre une école d'ingénieur et donc là on se refonde un petit peu dans le système LMD, c'est-à-dire que la première année d'ingénieur, elle est équivalente à une L3 puisqu'on est à bac plus 3 de son... On a fait 3 ans depuis son bac et ensuite les 2 années suivantes de l'école d'ingénieur, parce qu'une école d'ingé c'est en 3 ans, ça correspond au master et donc on sort avec un diplôme d'ingénieur et un niveau master en général quand on a fait ces écoles. Donc en fait le système école d'ingénieur ça correspond à faire 2 ans de prépa plus 3 ans d'école au lieu du système LMD comme tu disais qui correspond à faire 3 ans de licence plus 2 ans de master. Finalement à la fin on arrive avec 5 ans d'études et le même niveau. Et avec des passerelles possibles entre les deux. Exactement. Donc ça c'est un point qu'il faut bien garder en tête, c'est que il y a pas mal de choses qui sont pas figées et en fait on peut vraiment aller d'un système à l'autre. Il y a plein de chemins possibles, les concours, les entrées sur dossier. Par exemple l'ENS dont on a parlé, on peut y entrer sur concours, mais on peut également y entrer sur dossier en ayant un statut, parce que les personnes qui intègrent l'ENS ont un statut particulier, c'est des fonctionnaires, donc ils ont un salaire pour suivre des cours. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est parce que ils s'engagent ensuite à donner 10 ans de leur vie pour l'État français. Donc c'est comme si l'État français misait sur eux quelque part. Et mais on peut aussi y accéder par dossier. Et donc là, par contre, on a le statut de ce qu'on appelle auditeur libre. Donc on n'est pas payé, mais on suit la même formation, les mêmes cours que les normaliens, qui sont les gens qui sont rentrés par concours. Et à la fin, par contre, on ne doit pas les 10 ans, puisqu'on n'a pas ce statut un petit peu particulier. Enfin, tout ça pour dire, sans rentrer dans des détails trop techniques, qu'il y a des tas de ponts pour passer de la prépa à la fac, de la fac à des écoles pour retourner à la fac. C'est assez flexible et souvent c'est au gré des rencontres avec les gens qu'on se rend compte que tiens, on veut plutôt se diriger vers là, etc. C'est ça qui ressort beaucoup quand on discute avec les personnes. Moi par exemple, je suis rentrée avec un dossier, donc je suis rentrée en tant qu'auditrice libre à l'ENS Lyon, et ensuite j'ai rencontré des gens qui m'ont offert une bourse et je suis arrivée en master à Nice, et ça c'est des trucs, c'est au gré des rencontres quoi. Tu peux pas savoir à l'avance. Oui, il faut pas avoir peur de bifurquer. Je pense que, enfin, c'est peut-être moins vrai avec les nouvelles générations qui sortent actuellement de lycée, mais j'ai senti quand même une pression sociale et venant de l'enseignement sur le fait de devoir faire tout rapidement et finir ses études le plus vite possible avec le plus d'années d'avance possible. Et je voudrais mettre en garde contre cette mentalité. Je pense qu'il est tout à fait enrichissant de changer, de bifurquer pendant son parcours si c'est bien motivé, de prendre plus de temps si on en a la possibilité et de se poser des questions tout au long de son parcours. Et je trouve qu'on a le droit de pas savoir aussi. Et en fait, quand j'en discute avec les gens qui m'entourent, on était beaucoup à pas savoir. Vraiment, on était vraiment beaucoup à, quand on a démarré, ne pas savoir qu'on finirait par faire ce métier. Ouais. Pour tout un tas de raisons. Déjà aussi parce que certains d'entre nous pensaient ne pas en être capables. Je ne sais pas de qui je parle, mais c'est le fameux syndrome de l'imposteur dont on est beaucoup à souffrir. Mais enfin, voilà, c'est assez commun de se laisser guider et d'avancer au fur et à mesure. Et c'est pas grave si au lycée on sait pas déjà ce qu'on veut avec certitude, et qu'on sait pas que on fera telle licence et ensuite on ira dans telle école et on décrochera tel master. Il faut aussi savoir accueillir les événements au fur et à mesure. Oui, c'est vraiment l'expérience qui nous amène ces idées de choix professionnels. Comme tu disais, Absolument. C'est les rencontres, c'est un cours, c'est un prof. Mais là, tu vois, c'est vraiment l'expérience qui parle, je trouve, parce que je sais pas pour toi, mais quand on était à la place des lycéens,
t'avais l'impression que voilà, fallait un chemin tout tracé et que il fallait surtout pas fermer les portes. Ouais. Ça, c'était vraiment garder les portes ouvertes. C'était vraiment le motto des profs. Je pense que les portes, on peut les rouvrir.